ce qui est important, c'est de montrer que ils font la loi un peu dans la thèse, quoi. C'est eux le gang principal, malgré leur jeune âge, mais ils sont là pour prendre la relève, en fait. Ils sont présents, quoi. Ils jouent un peu au caïd et ils mettent un peu la pression sur Monsieur le Maire à un moment là dans la BA. Sauf que moi, ça m'a fait rire parce que difficile de paraître crédible en tant que caïd quand t'as un cheveu sur la langue. Parce qu'il est le mec, il arrive et il fait soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. T'es obligé de taper une barre, quoi. T'es dur. Frère, t'es sûr t'es un ronin, toi? Peut-être qu'ils ont tous un cheveu sur la langue. C'est le propre de En fait, c'est l'effet de la drogue, ça donne un cheveu sur la langue. Elle est bonne, mais bon, voilà, maintenant on a ça, quoi. Bon, maintenant vous allez me respecter, ok? Respectez-moi, baisse les yeux. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Ouais. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fête ABA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Et aujourd'hui, après des détours au Japon et aux States, regagnons le plancher de nos vaches normandes, rejoignons la famille CGT, l'odeur des poubelles calcinées et l'humidité du petit doigt dans le fion que tu sentiras jusqu'à 64 ans. Ah, la France, pays de culture et de cinéma, terre des arts et des lettres qui protège les sales porcs comme GG et qui fait chevalier Guillaume Canet, le conquérant, notre lueur dans le noir, notre phare du 7e art. Eh bien non, not today. Aujourd'hui, on jette la gauche caviar dans les poubelles fumantes et on porte notre regard sur les invisibles de notre cinéma made in France. Je parle du cinéma ghetto, frérot. Celui de la S, celui du bitume et du bon shit sa mère. Bref, le cinéma qui prend des risques et encore plus quand il est de genre. Vous savez, ce genre de cinéma qu'on ne voit pas tant que ça dans les papiers de nos productions françaises. Pourquoi ? Ah, ça c'est une bonne question que l'on se pose aussi. Et on va en parler dans cet épisode avec la BA de La Gravité. Avec ma team de Yankee préférés. Ambiance, investigation. Aujourd'hui, dans Ciné Investigation, nous avons infiltré en caméra cachée le marché illégal de la production cinématographique mondiale, ou autrement dit, la Fnac du métro. La Fnac du métro, c'est facile, il suffit de graver, donc on a tout ce qu'il faut, on a du émule, on a du lamoyeur, on a du point VX. Avec des caméras cachées et des micros cachés, bien cachés, nous avons pu infiltrer ce gang. Ces jeunes de banlieue qui vendent à la sauvette au bas des immeubles des CD piratés. Voilà, c'est grave. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai de ouf. Nous avons retrouvé quelques Yankees, comme ils l'appellent. Nous retrouvons, anonymement, William. Vous venez de donner mon nom ? Désolé. Non, mais écoutez, 20 € la séance de salle en IMAX. C'est pas possible. Donc je dois choisir entre le cinéma et mon loyer ? Je choisis pas. C'est Fnac du métro. Pas le choix. Les temps sont durs, apparemment, pour ces jeunes Yankees. Il nous explique les coulisses. C'est Kevin qui est là. Vous modifiez ma voix, hein. Parce que si jamais les gens apprenaient que j'achetais tous les Ridley Scott, j'aurais vraiment très honte. Oui, bien sûr. Ouais, au début, ça commence par un petit point AVI, ça commence par une petite copie 420p du Seigneur des Anneaux, et puis voilà, maintenant, j'en suis acheté Arthur et les Minimoys 3 en version Blu-ray HDX 2480p à la Fnac du métro pour 2,50 €. Un marché, certes, comme ça, banal et pourtant très dangereux. Ouais, petite blonde, qu'est-ce que tu veux ? Salut, t'aurais pas les High School Musical ? High School Musical, attends, vas-y, je regarde ça. On a ça, attends, vas-y. Vas-y, tiens. Merci. Tu veux lesquels ? Les 3. Les 3 ? Baisse les yeux quand tu me regardes, baisse les yeux. Nous retrouvons Clémence après cet achat illégal. Voici son témoignage. La Fnac du métro, c'est la seule solution. Les boîtiers en plastique des DVD, ça pollue. Je paye pas un abonnement pour Disney Channel et il me faut ma dose de Zac Efron, donc j'ai pas le choix. Des raisons complètement absurdes, vous pourrez vous dire, et pourtant, ce n'est pas la seule Yankee. Voilà quoi, et c'est vrai que au prix de la place aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable pour certains quoi. On a de tout, on a de la mère de famille, on a du bobo du 16e, et puis on a du petit gars de banlieue évidemment, hein, vous savez, nous on est là. Hein. C'est simple, de façon de toute manière aujourd'hui, le marché du shit c'est pris, le marché de l'extra c'est pris, qu'est-ce qui nous reste ?
il nous reste la Fnac du métro. Un milieu dur et sans pitié qu'est la Fnac du métro. Certains se piquent, certains inhalent, certains sniffent. D'autres regardent illégalement. La Fnac du métro, les coulisses, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais il semblerait qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Et voilà, c'était l'investigation de la semaine dans la Fnac du métro. De qualité en tout cas. On n'en parle jamais assez, la Fnac du métro. Ah non. Tout notre budget annuel est parti dans les caméras cachées, les micros là. Ouais, personne n'a remarqué qu'on était là. Hein. Oui, un réseau dont personne ne parle et pourtant. Qui vient rivaliser les plus grands. Hein. La Fnac du métro, un fléau, j'ai envie de dire, chez les jeunes. Personne n'en parle, mais tout le monde regarde. Même nous. On retrouve ce genre de dealer dans le film d'aujourd'hui, sur lequel on va se faire cette BA. Le film s'appelle La Gravité. La Gravité de Cédric Ido. Alors, un film français de science-fiction fantastique, bref. On va définir un peu de quel genre on parle exactement avec la BA, mais c'est un film de genre, ça c'est sûr. Un film de Cédric Ido, on va le présenter. Cédric Ido, acteur, scénariste, illustrateur, réalisateur franco-burkinabé de 42 ans, qui est né dans le 9-3 à Saint-Denis, à Stein. Alors, vous le connaissez peut-être sans le connaître parce que c'est le petit frère de Jackie Ido. Est-ce que ça vous parle, Jackie Ido? Un comédien. Ça dit vaguement quelque chose. Si je vous dis Inglourious Bastards. Ouais. Ah, c'est Marcel. C'est Marcel. Ah. Voilà. Jackie Ido, c'est Marcel. Alors, pas son plus grand rôle, pour le coup. Mais voilà, c'est celui qui joue Marcel, le copain de Mélanie Laurent, dans Inglourious Bastards. Le film de Tarantino. Et ça va quand même, hein, ça a joué avec Tarantino. Ça se la pète. Bon, revenons à son petit frère Cédric. Alors, Cédric, lui, commence à mettre en scène des scènes comme Ruy Blas de Victor Hugo dès le début des années 2000. On le retrouve ensuite en tant que comédien dans un film notamment de Spike Lee, en 2008, qui s'appelle Miracle à Santa Ana, que je ne connais pas pour le coup. Donc c'est juste un peu pour flex sur son CV, ça a tourné avec Spike Lee, c'est pas mal. Mais en tant que réalisateur, bon, il a fait des courts-métrages, Dead Buddy en 2008, Flores et Saint-Igas, j'espère que je prononce bien, Flores et Saint-Igas en 2009. Il écrit aussi des scénarios pour le cinéma, mais ce qui nous intéresse, c'est ses longs-métrages. Et en 2016, son premier long-métrage s'appelle La vie de château. C'est une plongée dans le quartier parisien Château d'Eau. Donc vous connaissez Château d'Eau. Pourquoi vous connaissez Château d'Eau? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Château d'Eau? Il y a un studio de musique. Ah bon? Ouais. Et il y a des coiffeurs aussi. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Et il y a des gens aussi, ouais. Il n'a pas fait un film sur le studio de musique de Château d'Eau, mais il a fait un film sur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coiffeurs, de salons de coiffure à Château d'Eau. Château d'Eau qui est un quartier où la communauté africaine est beaucoup présente, et il y a énormément de salons de coiffeurs où on fait aussi des rajouts, des coupes afro, tout ça, quoi. Et ce qui va avec ce genre de salon de coiffure, ce sont les rabatteurs. C'est ceux qui viennent te dire « vous voulez pas une petite coupe, mademoiselle ?» Et ben il a fait un film sur ça, voilà, avec en personnage principal un chef de rabatteur de salon de coiffure afro. Intéressant comme sujet. Je connais pas. Hein. Moi j'ai vu aucun de ses films. Je sais pas si vous avez vu. Alors moi j'ai vu que sa série qui est sortie l'année dernière. Oui. Je l'ai pas vu en entier encore, j'ai pas fini, mais il a participé à la création de cette mini-série Oussekine qui passe sur Disney+. C'est ça, Disney+, qui revient sur la mort de Malik Oussekine. Voilà. Pour rappel de l'histoire, c'était un étudiant qui a payé de sa vie à cause des violences policières lors d'une manif en 86. Les voltigeurs, qui ont été dissous après ça d'ailleurs. Même si on les a vus revenir un petit peu. La série, elle a fait son petit bruit. C'est bien ou pas, toi qui as vu? J'ai vu les 2 premiers épisodes. Pour l'instant, j'aime bien. Ouais. Parce que ça a quand même... Il y a eu un moment, on en parlait pas mal. C'est un événement politique important en France, donc forcément, ça fait du bruit. Que ça soit bien réalisé ou pas, ça parle quand même d'un événement important. Il y a quand même un ministre qui a démissionné après ça, donc c'est pas rien. Et forcément, c'est une série qui fait parler d'elle, forcément. Vu le sujet et l'impact qu'il a eu sur notre pays dans les années 80. C'était une époque où les ministres démissionnaient quand ils étaient, entre guillemets, coupables. Une époque qui n'existe plus, apparemment. Tu peux dire ça, la moitié des ministres de Macron, déjà. Donc. Ça, c'était en 2016. On arrive en 2022. C'est l'année de son deuxième long, celui dont on va parler aujourd'hui. La Gravité. La Gravité qui sort là, en mai. Alors, me demandez pas pourquoi ça a mis autant de temps à sortir. Je pense que c'est les distribs qui ont peut-être pas eu les couilles ou qui ont été frileux à l'idée de sortir un film de banlieue de genre dans le paysage actuel, quoi. Ce qui est étonnant, parce qu'il y a pas très longtemps, on a quand même eu Les Misérables qui avaient fait un beau carton, donc ça devrait les rassurer un petit peu.
Ouais, mais c'était pas un film de genre, c'était vraiment très ancré dans la réalité. De toute façon, on va revenir parce qu'on aura une théma qui sera portée sur ça. Pourquoi le film de genre aujourd'hui est maudit en France, enfin le cinéma made in France, parce que on verra aussi que le film de genre, en fait, ça a quand même son succès populaire, sauf que quand ça vient de l'étranger. On parle pas du cinéma français à ce moment-là. Donc Cédric Ido, il a grandi à Stein, comme je l'ai dit. Qui était à l'époque une des pires cités de France, donc il y avait énormément de violence là-bas, et juste pour parler, introduire la gravité, et ensuite on va se lancer dans sa BA, il a dit à propos de sa note d'intention, ce qui était et est important pour moi, c'est d'évoquer à travers mon film des êtres qui m'ont inspiré en tant qu'artiste, à quel point beaucoup d'entre eux étaient talentueux, et dont le talent n'a jamais pu s'exprimer, n'a jamais été exploité. C'est laissé pour compte qui, là encore, se sont confrontés à ce déterminisme social. Peu importe le talent, il ne sera jamais découvert. Et très vite, chaque jeune de ces territoires finit par se persuader qu'il n'existe pas, qu'il n'a rien à apporter à la société. Mon film part de ceux à qui on a tout enlevé sans rien leur dire. L'impuissance apprise, donc. Donc, un film engagé, qui utilise le genre pour marquer ses idées. On va se faire sa BA ? Ouais. On va se faire des films autour de ça. C'est parti, lancement. La gravité dirige les trajectoires de toutes choses dans l'univers. Elle est responsable des mouvements planétaires comme de la chute des corps. Elle est partout, sous toutes les formes. Il est possible que cette fois-ci, on assiste vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit d'un alignement de planètes parfait, et c'est en ça que c'est inédit. Toi, tu t'en vas déjà, là ? Ah, faut que j'aille aider mon frère à faire un dernier petit truc. L'autre Christophe, il est sorti du placard, là. T'es revenu dans le coin ? Genre tes petites inventions, là ? Faut pas qu'il reste ici, il va nous foutre dans la merde avec les renards. Avec du bédo. C'est leur doku maintenant. C'est une drogue de synthèse qui est pas classifiée. Il n'y en a pas un là qui trace à pas d'armes, pas de téléphone portable, rien. Soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. Les Ronin, je pense qu'on est ensemble. Je veux pas qu'il arrive un truc à mon frère à cause de tes conneries. Lui, c'est Rudy. Son taf, c'est de cacher les sous. Après, il dispatche au nourrice. Chez moi ici, pas comme vous là, je pas mon cul à ces petits. Vous avez fait quoi de votre argent ? À part baiser des putes, poser des tailles et faire des locks, hein ? Les petits vont me tuer. Je veux une fixette sur toi et ton frère. Ils disent que vous niquez l'équipe de la cité. Quand on s'est mis ensemble, je t'ai dit je me barre d'ici. Et tu m'as supplié de t'attendre. Après cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même. C'est la fin de votre cycle. Ça a l'air grave. Ok, merci William pour cette intervention. La gravité, un film qui a l'air grave. J'ai envie de parler comme ça tout le temps maintenant. Mais derrière ce calme apparent, cette BA est énergétique. Bah, c'est un film anti-boomer, c'est des jeunes qui tabassent des yeuves. Et oui, c'est le changement de la génération face à l'alignement des planètes. Face au troisième âge. Face au bégaiement de Romain. On va boire un peu d'eau. Alors voilà, c'était la BA de la gravité de Cédric Ido. On va pas commencer par les petites stats que vous aimez bien, je le sais, chaque semaine vous attendez les stats. Avec impatience. Mais combien de plans par seconde, quelle est la moyenne, où est le calculateur, tant de questions. Et pourtant très peu de réponses, si ce n'est 97 plans en 1 minute 40 pour cette BA. 0,5. 0,6. 0,8. Le calcul mental, les gars. 97 plans en 1 minute 40, sachant que 1 minute 40... Tu fais du calcul mental, toi, arrête. 100 secondes, qu'on est à 97 plans pour 100 secondes. On est à 1 plan par seconde. Eh ouais. Ah pas ouais. tout à fait. Oui, pas tout à fait, mais j'arrondis. Non, mais sois précis. Ça fait 0, 97. En tout cas, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, oui, parce que... C'est pas mal, ouais. Bah, quand j'ai compté, parce que oui, c'est plus le calculateur qui compte maintenant, c'est moi. Hein. Bah, je me rends compte que je suis pas une machine. Hein. J'ai dû faire beaucoup de pauses pour savoir où est-ce que j'en étais dans mon comptage. Et ouais, ça fait beaucoup. C'est un peu épileptique, un plan par seconde pour cette BA. Par contre, une durée de film sympathique. 1h30 Moi 1h15. 1 heure entre les deux, 1h25. Ah, c'est bien, on aime. Continuez à faire ça. Allez, vous êtes sur la bonne voie. J'adore ce film, je fais le match retour tout de suite. C'est un court-métrage ou quoi? On est où là? Attendez, 1h25, c'est la fête, plus court que Mario Bros. Où va le monde? Je vous le demande. Bon, bah ça c'est bien. Ça veut dire qu'on passera pas beaucoup de temps en salle. Bah c'est rassurant aussi pour les films à concept comme ça de savoir qu'ils sont courts. Pourquoi? Parce qu'en général, ça veut dire que c'est resserré et que c'est mieux pensé que d'étaler un concept sur 2 heures. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étiré leur histoire avec des scènes inutiles. Probablement.
Ça, je ne suis pas devin. Et quoique, je te le souhaite. Et quoique, ils sont capables de nous surprendre. Peut-être qu'à 40 minutes aurait suffi. Vous le saurez dans 2 semaines. On verra ça au match retour. Alors, on va tout de suite ouvrir l'analyse de cette BA. Alors, on ouvre cette BA sur un plan d'une planète rouge. Quelle est-elle? Mars. Mars. Probablement Mars, oui. Eh ben non, j'ai envie de vous dire. Mais non. Il y a que Mars qui est rouge. Mais dis-nous tout. C'est Mercure. Bah non, mais je pense que c'est la Terre en fait, tout simplement. Oui, qui est rouge parce qu'il y a peut-être déjà l'alignement des planètes, ça crée peut-être une certaine lumière et donc on la voit rouge. Bah, le film se vend comme étant dans un futur proche. Est-ce qu'on n'est pas dans un futur où l'homme a tout pillé et donc du coup a réussi à changer, ce ciel bleu et qu'au final il se dirige vers un destin à la Mars justement? Non, moi je pense vraiment que c'est juste une question de l'alignement de toutes les planètes avec le Soleil et du coup ça crée de la lumière rouge parce que ça doit dévier les... Parce que tout le long de la BA, là, dans la banlieue où se passe tout est rouge. le film, tout est rouge. Oui, je pense que ça c'est parce qu'il y a une planète qui se rapproche. Enfin, justement, ouais, ça s'aligne et du change coup la le Soleil luminosité. fait de la luminosité par rapport à Mars et tout. Moi, je pense qu'il y a juste ça. Je pense que le fait que ça se passe dans le futur proche, c'est juste une manière de dire c'est pas aujourd'hui, mais peut-être demain. peut-être demain ou après-demain. C'est grave. Un film sur la gravité des choses. Comme Interstellar, un film sur la gravité. Et la voix off qui se lance dans la BA. La gravité dirige les trajectoires de toutes choses dans l'univers. Elle est responsable des mouvements planétaires comme de la chute des corps. Ça tombe bien. On voit 2 gamins qui trébuchent. Mais moi, dans ce discours, j'entends pas que le premier degré scientifique, j'entends aussi un côté social, tu vois. Ça rappelle la haine. La chute des corps, les gens qui restent cloués au sol. Et puis, c'est ce qu'a dit le réalisateur dans le court extrait qu'il nous a lu, cette idée de détermination sociale qui fonctionne comme une gravité, quoi. C'est l'endroit où tu nais va te diriger ton avenir et du coup t'as pas le choix que de suivre cette oui, une loi un peu implacable qui régit le fonctionnement t'as pas le choix de suivre cette voie parce qu'en fait la société te conduit là-dedans et c'est ça, c'est dur d'en sortir, quoi. Il avait dit, j'avais lu sur ça où il disait justement la gravité des choses qui te retiennent à terre, comme l'ascenseur social qui reste bloqué au rez-de-chaussée, quoi, pour les jeunes de banlieue. Et puis dans le thème planétaire aussi, la gravité, c'est ce qui fait les orbites et tu peux pas sortir de ton orbite. Voilà, c'est ça, les corps qui attirent les corps et notamment la chute des corps. Là, effectivement, on voit à l'image 2 corps qui tombent, deux petits gamins qui tombent. C'est forcément qui ont l'air de tomber de leur tour, en fait. Je pense que c'est nos 2 personnages principaux gamins. Ouais, c'est ça, mais moi ce que j'imagine du coup, c'est que on découvre après qu'il y a un handicapé parmi les 2 frères. Je pense que celui qui court et qui est athlète qu'on voit dans la BA, il est tombé sur son oui, frère. bien sûr. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Ouais. Et là, bam, colonne vertébrale, fini, capoute, fauteuil roulant, c'est fini. Ciao. Ciao, il lui reste toujours l'handisport. Hein. Ouais, mais ça rappelle aussi la haine. Parce que la haine s'introduisait avec cette phrase qui disait le plus important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, pardon. Bon ouais, on retrouve encore cette métaphore là des jeunes de cité qui chutent et qui inévitablement chutent, quoi, en fait, et qui restent bloqués aussi. On revient dans la BA avec un détour dans la cave de Tony Stark. Il est en train de bricoler son cœur en là on retrouve notre nucléaire, notre handicapé qui est sur son fauteuil, mais attends, peut-être qu'il a plus ses jambes, mais il a tout son cerveau apparemment, parce que ça peaufine ses petits plans là. C'est qui? C'est Doc. Le retour vers le futur. Doc Brown, ouais. Il fait des inventions. Ça bricole, ça soude dans les caves de sa tour. On voit des plans au mur et peut-être qu'il est en train de bosser sur un futur fauteuil révolutionnaire à turboplasma réacteur 2000. On voit aussi des écrans avec pas mal de graphiques et tout, donc ça doit être quelqu'un d'assez malin. Ce petit hacker, quoi. Au final, un fauteuil roulant avec des capsuleurs intégrés, en fait. Au final, oui. En fait, imagine trop les inventions à la con, genre couteau suisse de fauteuil roulant, quoi. Tu bosses sur quoi, là? Sur des rétro-boosts? Non, c'est un truc pour mettre mon shit. Comme ça, je pourrais me faire fouiller par là-bas qu'ils seront pas trouvés. Ça, on le reverra dans la BA plus tard, justement. On a un petit plan, du coup... sur la banlieue, sur cette banlieue avec les grues, et encore sur cette voix off qui parle de gravité. On nous présente le contexte social du film. Ce ciel rose, rouge, cette ambiance un peu bizarre, ça fait un peu Gotham City, quoi, dans le délire. On nous représente aussi un autre personnage qui aura sans doute sa grande importance dans le film, parce que j'ai l'impression que ça va être l'antagoniste. C'est le mec qui va sortir de prison. Tu crois? Moi, je pense que ça va être l'élément déclencheur, mais que c'est pas l'antagoniste, pardon. Ah, parce qu'il a l'air déter, lui, à foutre la merde. Ouais, il a l'air déter à vouloir bousculer l'ordre établi. Donc ça va être l'élément déclencheur qui va sûrement provoquer la guerre de gang dont on va parler un peu plus tard dans la BA. Mais je pense que les antagonistes, c'est plutôt les Ronins. Ouais, je pense aussi. Et on découvre une image forte aussi, juste à ce moment-là où on a un petit plan dans la prison.
c'est qu'on a 2 fois la même image en dessin d'une tour où il y a marqué en dessous école et l'autre même tour où il y a marqué prison. Ouais. Donc là, je pense que l'image est assez parlante. Hein. Prison, école, même combat. Pour, alors, est-ce que cet homme-là, ça serait pas un ami des 2 autres, mais ils ont eu leur chemin qui a complètement divergé. Justement, lui va en prison, alors que les 2 ont réussi à ne pas y aller, voire même à peut-être réussir un petit peu leur vie en ayant, pour l'un en étant sportif, parce que t'as l'impression qu'il court dans un stade, donc ça doit être un sportif, soit un éducateur spécialisé, soit un sportif peut-être en fin de carrière, et son frangin a l'air d'être quand même une petite tête, donc ça veut dire qu'il a sûrement quand même suivi des études. Là, je m'avance, hein, mais... Il y en a un qui a mal tourné, qui a fini en et prison. parmi les 3, il y en a un qui a mal tourné, et quand il revient, il va déclencher peut-être... Et puis il a peut-être cet esprit de vengeance aussi, parce que peut-être qu'il porte la faute sur ces 2 gars-là. Peut-être, oui. Sur ces 2 frères. Le fait, à cause de vous, j'ai perdu les meilleures années de ma vie. Genre un peu cliché qu'on a pu voir ailleurs aussi dans d'autres films, quoi. On apprend un élément qu'on a déjà annoncé, mais il y a un alignement de planètes. Là, c'est dit dans le film, hein, ce qui explique sûrement la couleur rouge. Qui suit la voix off, la gravité est partout sous toutes les formes. Et la présentation des personnages, oui. On apprend, après nous avoir présenté les distributeurs du film, qui sont Alba Film et Trésor Cinéma. Alors Alba Film, hein, sur le site, on constate que c'est beaucoup dans le film social, quand on va consulter un peu les films qu'ils ont distribués. Et Trésor Cinéma, c'est une boîte qui appartient à Alain Attal, hein, les films du Trésor, tout ça. Donc c'est la société de distribution de cette boîte-là, qui a notamment distribué tous les films avec Guillaume Canet et Guillaume Canet et tout ça, quoi. Japlou. Par exemple. Entre autres. Ou lui. Son plus grand chef-d'œuvre est lui et Astérix et toutes ces conneries-là. Guillaume Canet, le sauveur du cinéma français, n'est-ce pas? Non, mais allez voir son film, parce que si vous n'allez pas voir son film, il n'y aura plus de financement du cinéma. C'est vrai. Donc, oui. Bon, merci Guigui. Flash News, effectivement, tu l'as dit, William, on assiste à quelque chose d'exceptionnel, un alignement de planètes parfait, c'est inédit. Sortez vos lunettes à éclipse. Que se cache-t-il derrière cet alignement? Mais derrière cet alignement de planètes, peut-être une apocalypse. Oui, justement, t'as ce côté un petit peu apocalyptique, parce que c'est vrai que c'est plutôt dans les histoires de fin du monde que les planètes s'alignent, quoi. Ou dans Hercule. Bon. Bah, ça se passe pas bien. J'avoue, à la fin de Hercule. Bah ouais, les planètes s'alignent. Bon, bref. Avia Herzi qu'on découvre là dans notre BA. Avia Herzi, peut-être, vous voyez qui c'est, de toute façon, elle a été révélée dans La Graine et les Mulets de Keshish, un film pareil, hein, qui parlait de tout ce milieu de la jeunesse dans les banlieues. Et on découvre les 2 frères, en fait, hein, mais qui ont l'air soudés comme les 5 doigts de la main, quoi. 2 frères qui sont interprétés par Max Gomix. Je suis encore dans Astérix. Max Gomis, qui est le premier, en fait, des frères qu'on voit dans la BA, c'est l'athlète. Celui qui court, celui qui a une vie de famille. Et ensuite, celui que vous connaissez aussi parce qu'il était Monsieur le maire dans Les Misérables, c'est Steve Tienche, qui revient là dans ce film. Bon, voilà, ils sont présentés. Max, il a l'air carré. Lui, il a une vie de famille. Il est athlète. Steve, il est handicapé, mais c'est un petit malin, mais c'est un dealer. Hein, parce que... Alors, c'est quoi, là, ce petit truc-là qui sort de son fauteuil? Bah, c'est là où il cache son petit shit. Est-ce que ça serait pas peut-être aussi des médicaments, parce que quand t'es handicapé, t'as peut-être des trucs de coagulation, faut prendre peut-être des... Oui, mais enfin, tes médicaments, tu mets dans ta poche. Sauf si tu veux pas les perdre. Plutôt secret, quoi. Oui, il est naïf. Laissez-moi être optimiste, s'il vous plaît. Hein. Je sais pas si tu veux pas les perdre, ces petits médicaments. Oh, écoutez, ça serait bien qu'on voit les jeunes de cité autrement que comme des dealers et des fumeurs de bœufs. Je t'arrête tout de suite, il n'est pas jeune, donc c'est bon, on a le droit. Oui, on retombe sur ce mec qui est sorti de prison, qui a l'air de vouloir en découdre, hein, avec Monsieur le maire. On va l'appeler Monsieur le maire, je vais l'appeler Monsieur le maire tout le long. Avec Monsieur le maire, parce que là, il vient le rencontrer. Et Monsieur le maire est pas content parce que il risque de rapporter les problèmes, il risque d'énerver le gang des Ronin. Les Ronin. Alors qui sont les Ronin? Les Ronin. Bah, déjà au Japon, des Ronin, c'est des samouraïs sans maître. Les Ronin, c'est des samouraïs. Moi j'ai une théorie. C'est des samouraïs rebelles. Mais du coup, c'est marrant que ça soit un gang parce que normalement les Ronin sont solitaires. Ils sont plutôt solitaires. Et Clémence? Je pense que ces Ronin qui sont des jeunes garçons avec les cheveux rouges sont des extraterrestres descendus de la planète alignés avec la Terre. La planète des roues. Nous sommes les Ronin. La planète rouge. Les Rounins. Ça c'est pas les Ronin, c'est les Rounins. Tout est... Oh. Et en plus, ils sont pas très grands, c'est des jeunes. Tout se tient. Moi, j'ai aussi une petite théorie, c'est que ce groupe de jeunes adolescents
aux cheveux rouges, ils se sont teints les cheveux en rouge parce qu'il y a cet alignement de planètes. Du coup, il y a un petit côté genre sectaire. On apprend qu'ils n'ont pas de téléphone portable. Des extraterrestres. On dit justement qu'ils ne peuvent pas être tracés parce qu'ils n'ont pas de téléphone, et ils n'ont pas d'armes, et ils n'ont rien. La télépathie. Ils sont intraçables, ce sont des extraterrestres. Et ils ne vendent pas de bœufs. On apprend qu'ils vendent plutôt une drogue de synthèse nouvelle. Une drogue extraterrestre. Oui, c'est quoi le nom? Je me rappelle plus. Le perturbateur 40 000. Le perturbateur 40 000, c'est ça, c'est le nom de la drogue, bien sûr. C'est extrêmement puissant. Ce qu'on comprend en tout cas, très sérieux jusqu'à que la drogue elle débarque, quoi. Ce qu'on comprend, c'est que pendant que Troisième Homme était en prison, ils ont pris le contrôle de la cité. Donc lui arrive, il va essayer de bousculer ça. Alors j'ai une explication aussi aux cheveux rouges de tout ça. Donc peut-être que je vais casser des théories, désolé, mais Cédric Ido, il a dit: il y a une signification dans la mythologie japonaise à propos de l'emploi du rouge. Cette couleur est le symbole d'éloignement des démons, mais également de défense et de guérison, d'où les cheveux des Ronin qui arborent cette couleur. D'une manière générale, le Japon est extrêmement inspirant pour moi, le cinéma et sa culture. Mes réalisateurs préférés sont Akira Kurosawa ou le grand cinéaste de films de sabre Kenji Mitsumi et aussi Kaneto Shindo. Tous des très vieux réalisateurs qui ont toujours filmé avec une grande liberté créative, par exemple, rien que dans les entrées de chant. Donc certainement qu'on aura les Ronin qui vont débarquer avec des entrées de chant fantastiques dans le film, quoi. Au ralenti. Bah déjà là, ils débarquent en wheeling rodeo moto là dans la Tess. Ils prennent tous une superbe pose dans une aire de jeu. Ouais. C'est genre, les gars, qu'est-ce que vous faites? On est comme ça au cas où quelqu'un nous regarderait. On va être stylé jusqu'au bout. Ils ont un peu un côté Furio, tu sais. Mais ils contrôlent les aires de jeu, hein. C'est leur terre-terre, quoi. Je trouve qu'il y a un côté Furio et un côté western un petit peu. Furio. Les Furio, c'est c'est les mangas qui parlent des racailles. Les gangs de au lycéens. Japon, là, les racailles, ceux qui ont des motos et des bananes. Ah oui, les racailles des années 70 là. Je sais pas, je crois qu'il y en a encore. Hein. Les racailles de Happy Days. Je crois que c'est un petit peu disparu. Je sais pas. En même temps, je suis jamais allé au Japon, je peux pas te dire. Bah, s'ils sont encore en vie, oui. Peut-être maintenant ils sont vieux que ça. À l'époque, avec notre banane. Avec des fausses bananes, parce qu'ils ont perdu leurs cheveux. Et notre Solex à fond à l'heure dans les cités. Donc ouais, bah ils règnent sur les aires de jeu. Ils dealent cette drogue là, qui ne s'appelle pas le Super Bator 4000. Hein, mais on sait pas, il y a pas de nom. Non, on apprend juste que c'est une drogue de synthèse, donc ouais. Elle est fabriquée sûrement. Mais par contre, à un moment, il y a un personnage là qui parle, le blanc là, celui qu'on a pu voir aussi dans Business Family. Je sais pas si vous connaissez cette série de Igor Gottsman sur Netflix avec Jonathan Cohen et compagnie. Ah, le truc où ils vendent la bœuf là. Ouais. Bon là, il a l'air d'être dans un rôle beaucoup plus sérieux que dans cette série, mais il dit ouais, c'est leur doku maintenant. Et je me suis renseigné, doku en fait en japonais, ça veut dire poison. Comme le conte Doku dans Star Wars. Ouais, bah oui, justement, ce qui me laisse dire parce qu'ils veulent éradiquer l'espèce humaine. Ouais, ce qui me laisse dire que si les Jedi ils avaient pris la bonne LV2, eh ben ils auraient pu voir la carotte venir de loin, quoi. Mais bon, ils se sont fait avoir par le conte Doku, le conte poison. Et les Ronin sont rusés. Personne révèle comme des renards. Comme des renards. Voilà. Attendez, j'étais fier. Ouais, non, mais on voulait que tu l'expliques pour que t'aies bien la honte. Ils sont pas traçables, ils ont pas de téléphone, ils ont rien pour communiquer. Alors la télépathie, théorie extraterrestre. Sinon, je sais pas, signaux de fumée, comment ils font? Non, mais je pense que cette information te la donne plus dans le sens où ils ont pas été encore repérés par les forces de l'ordre. Personne sait qu'ils existent parce que ils ont fait attention à pas aller sur Paris, à pas posséder d'armes traçables, ni de téléphone portable qu'on puisse tracer. Je crois que c'est plus ça. Ils sont suffisamment malins pour s'être adaptés aux forces de l'ordre, je crois. Moi, c'est plus comme ça que je l'ai compris personnellement. Mais qu'est-ce que ça peut être cette drogue là? C'est bizarre. À part rougir les tifs. Je pense qu'on saura jamais en plus. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est ça le sujet? C'est important en vrai. Bon, c'est le début des emmerdes. On se rend compte que il y aura beaucoup d'emmerdes justement à l'arrivée de ce gars-là qui revient de la prison parce que lui, il a pas l'air d'avoir connu cette époque Ronin. Il a l'air de découvrir en fait que c'est les petits jeunes qui maintenant contrôlent les aires de jeu. Et il a l'air de vouloir drogue. reprendre en fait sûrement la place qu'il avait avant d'aller en prison. C'est-à-dire peut-être que c'était lui qui gérait tous les deals de drogue et que c'était lui un peu le patron de la cité. Il revient, quelqu'un a pris sa place, il veut la récupérer. Malheureusement, ça va déclencher une guerre. Sauf que ça va foutre le bordel parce qu'ils ont l'air d'avoir une espèce de système bien huilé entre le gars en fauteuil et son frère qui ont pas l'air de faire de problème avec les Ronins, sauf que lui il débarque, il fait ouais les Ronins vous allez me virer ça tout de suite, c'est moi le patron. Le problème c'est que ça va pas se passer comme ça, quoi. Ouais, ils vont se retrouver au milieu d'une guerre parce que d'un côté j'ai l'impression que ce troisième type c'est un peu leur pote avant et du coup est-ce qu'ils vont être obligés un peu de l'aider ou est-ce qu'il va les manipuler pour les intégrer dans sa guerre de gang avec lui? À voir. Ouais. Mais du coup on voit pas du tout de force de l'ordre dans le film. Parce que je pense que c'est un lieu de non-droit en fait, c'est une zone de non-droit. Comme il peut exister des cités genre dans les quartiers nord à Marseille. C'est intéressant, tu vois, parce que ça veut dire que c'est pas du tout un positionnement comme Les Misérables par exemple où tu vois
les deux côtés, ou même comment ça s'appelait Bac Nord récemment, tu vois. Enfin là c'est vraiment du côté des résidents et tu vois pas les forces de l'ordre autour, quoi. Ouais, c'est un peu à la John Wick, quoi. Les flics n'existent pas. Ouais, ou peut-être que... Après, peut-être que les flics n'interviennent dans ce genre de situation que quand quand il y a un événement suffisamment grave pour qu'ils aient une raison d'intervenir. Je pense que, comme dit Romain, c'est quand même des zones où la police a quand même pas tendance à patrouiller. C'est un peu trop dangereux, donc ils n'y vont qu'en intervention et rarement comme police de proximité, comme ils peuvent faire dans les rues de Paris. Mais après, je suis pas sûr que ça soit le sujet. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de flics. C'est que, à mon avis, le côté banlieue, c'est un cadre. Oui. C'est un cadre pour parler, j'imagine, de tension, de guerre de gang, de ce genre de trucs-là, d'inexorabilité, de la montée en puissance de la violence entre les communautés, je sais pas quoi, peu importe. Non, il y a des tensions générationnelles. Des tensions générationnelles. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des flics dans l'équation pour que le message passe. C'est pour ça qu'il n'y en a pas, simplement. Oui, puis encore une fois, je te dis, je pense qu'ils nous ont même donné une des raisons à pourquoi il n'y a pas de flics. C'est que les petits jeunes, là, ils sont suffisamment malins pour pas se faire repérer, donc... Pas de raison qu'ils soient là. Peut-être que les flics ont été convertis en scientifiques de la NASA pour bosser sur cet alignement de planète. C'est tous des ronins, les flics. Ils sont devenus des ronins aux cheveux rouges. Ils sont capturés dans le vaisseau. Ils sont au commissariat. Les comicos. Donc on revient à l'alignement de planète parce que c'est vrai qu'on a tendance peut-être à l'oublier entre temps, mais il y a quand même un alignement de planète qui se passe. Peut-être que ça pourrait être via Larissa. Comme il y a la sauce qu'on prend le kebab. La drogue et les cheveux. Attendez, Clément, ça lance une phrase random, on n'a pas compris. Regarde cette nouvelle drogue, ça s'appelle harissa. Dans les kebabs. C'est notre Doku. Ah, ça pique, ouais, tu vas voir. Salade, tomate, harissa, Doku. Ouais, bon, il y a l'alignement de planète. Il y a notamment une phrase d'un ronin qui dit après cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même. C'est la fin de votre cycle. C'est pour ça que je parlais d'un truc peut-être un peu sectaire. Il y a peut-être toute une idéologie qui se crée autour de ça, tu vois. Et il a dit, Cédric Ido, dans une interview, que c'était cette idée d'alignement de planète, c'était pour apporter une tension supplémentaire au film. Parce que bon, déjà, quand on parle de sujets durs comme ça, de trafic, de guerre des gangs dans le milieu de la cité, c'est déjà plein de tensions, mais là, ça rajoute encore plus une tension. Il s'est exprimé, il a dit, dans le film, c'est une sensation visuelle, c'est donner de la force inhabituelle à certains éléments comme le ciel, en employant et en forçant les couleurs, au rendu anxiogène. Le ciel est rose vers le rouge qui ne cesse de muter, renvoie aux couleurs des cheveux des ronins, qui ont tous une partie de leur chevelure teinte en rouge. Par ces connexions spéciales, le spectateur se rend compte, et les personnages adultes aussi, que la vie dans cette banlieue n'est pas normale. Qu'il n'est plus normal en 2022 de vivre sans espoir. Les ronins savent déjà jusqu'à quel point il y a du danger. Donc Bah oui, mais je trouve que ça fait plus que sectaire, ça fait même révolutionnaire en fait, tu vois. Ça dit un peu ce truc d'alignement des planètes, que c'est peut-être le beau moment, le moment où les choses vont basculer et changer, parce qu'il y a un soulèvement et que ces jeunes générations, comme tu fais dire, enfin comme le réel le dit, sont déjà conscients en fait qu'ils sont laissés pour compte et du coup ils sont déjà révoltés même par rapport aux générations d'avant eux, quoi. Oui, ils sont plus naïfs et aveugles au récit de la méritocratie, si tu veux. Ils ont déjà dépassé ce truc-là. Et du coup, l'alignement des planètes, pour moi, il est pas... Enfin, je sais pas s'il va être vraiment un enjeu d'intrigue centrale ou si, au contraire, c'est plutôt effectivement un objet de contexte pour mettre une ambiance et un côté un peu apocalyptique, crépusculaire, révolutionnaire, quoi. Oui, puis ça va permettre sûrement aux réalisateurs de nous proposer des beaux plans avec de la belle couleur. Ça paraît bête, mais on sait que les couleurs, c'est évocateur, hein. Le rouge notamment, comme dit Clémence, révolution, le sang, mais aussi la vigueur et l'énergie. Alors peut-être qu'il y a ça. La passion. Et la violence aussi. Et Larissa. Mais aussi de la violence, parce qu'on arrive à la séquence Tigre et Dragon. J'ai noté ça dans mes notes. Oui, ça sort les katanas. Dans les caves. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Et j'ai pas la ref. Même Sniper. si mon cœur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Shuriken, voilà. Putain, j'étais pas loin. Et oui, bon, voilà, on arrive dans cette séquence Tigre et Dragon, parce que bon, ça fait, il l'a dit, hein, il référence du cinéma chinois, du cinéma japonais. Et là aussi, on a l'impression coréen, quoi, parce que ça fait très Old Boy dans les couloirs là. Old Boy est un manga d'origine, donc ça m'étonne pas. Ah ok, bah, je savais pas, tu vois, tu m'apprends. Mais je faisais plus référence à la scène dans le couloir. Ce plan séquence latérale, ouais. Parce que le frère valide, bon, il sait courir, mais il sait aussi se battre apparemment. Petite séquence avec des trucs télescopiques, ça a l'air plutôt bien foutu quand même. Hein, c'est sûrement fabriqué par son frangin. Hein. Sûrement son frangin qui les a fabriqués. Les armes spéciales. Ah ok, c'est Green Hornet en fait les deux. Ouais, en fait, c'est des justiciers. Les deux, c'est des justiciers qui défendent la population de la cité. Tant que les renins vont pas trop loin, peut-être qu'ils agissent pas. Et que là, ça se trouve, le film se termine comme ça, ils mettent un masque sur leurs yeux. Fait maintenant, c'est nous la loi. Avec un jetpack et ils s'envolent. La gravité. L'autre, il a des fusées dans ses roues, tu sais. C'est parti, combattre le crime. Ah, je m'éloigne.
Bon, et on termine sur la BA, l'image devient totalement rouge. On a une ambiance fantastique, et là, on a notamment cette scène où la gravité entre en compte, parce que après dans une course-poursuite entre les Ronins et le frère valide, là, Max Gomis, où on voit les corps qui sont attirés par une force. Alors, est-ce qu'ils sont attirés ou est-ce qu'il y a une absence de gravité et du coup ils se mettent à planer? Je sais pas. Moi, je pense peut-être que du coup, vu toutes les planètes sont alignées, ça fait une espèce de gravité force gravitationnelle énorme. Mais tu sais ce qui se passe, parce que là, comme je viens de finir Outer Wilds, je me rends compte, c'est que s'il y a plus de gravité, qu'une autre planète est trop proche avec son orbite de ta planète, si tu sautes trop haut, tu es attiré vers cette planète. Et t'es retourné, et après t'es sur l'autre planète. Mouvante. Scientifiquement, ce qu'elle vient de dire, c'est faux, mais je vois l'idée. Non, mais c'est utilisé aussi dans Interstellar, où ils gagnent de la vitesse justement en utilisant la gravité du trou noir, parce qu'ils ont plus de carburant. Non, mais là, comme on vit dans une cité avec des hautes tours, et ben les gens qui sont à des étages trop hauts dans les tours, ils vont être attirés vers l'autre planète. Je sais pas, mais l'idée de... Un conflit gravitationnel. Et générationnel. D'ailleurs, petite info, quand il y a deux astres qui ont une gravité, il y a forcément un point où les deux gravités s'annulent, parce qu'elles sont identiques. Ça s'appelle le point de Lagrange. Voilà, je vous le dis. Et écoute, on prend. Que tu vois ZZ Top. C'est cadeau. on prend. Ça me rappelle, moi, un autre film, ce film. Ça me rappelle Another Earth de Mike Cahill. Oui, très bon film. J'ai beaucoup aimé, perso. Je sais pas si vous avez vu. Je l'ai vu il y a très longtemps, par contre, il faudrait que je le revoie. Avec la meuf de... C'est quoi déjà ce film? En fait, c'est... pardon. Il découvre qu'il y a une planète identique à la nôtre qui existe avec exactement les mêmes personnes dessus, et si je me souviens bien, le personnage principal a tué une femme dans un accident de voiture. Non, c'est pas ça. Je sais plus, j'ai l'impression que tu spoil, non? Non, c'est le. Bref, en fait, il y a une. Ouais, j'ai pas vu, spoilez pas plus. Il y a une terre bis qui apparaît dans le ciel, quoi. Et il y a un homme qui se sent coupable pour avoir tué quelqu'un sur sa planète, et sur l'autre planète, il va décider d'aller s'excuser auprès de... Et au fur et à mesure, il réussit à prendre contact avec la planète et il se rend compte qu'en fait, c'est un miroir de la Terre, quoi. Du coup, c'est un vrai miroir, genre si je suis droitier ici, je vais pas tout dire. Là-bas. Je vais pas tout dire, mais en tout cas, voilà, film de Mike Cahill, si ça vous dit d'aller voir, c'est celui qui a fait notamment aussi un autre film concept de High Origins. D'accord, il a fait ça. On s'y situait pas du tout, maintenant on s'y situe. Une grande scène d'ascenseur. Ouh, terrorisant. Voilà, c'est la fin de notre BA avec le titre qui apparaît en gros. Ça sort le 3 mai au cinéma et c'est rouge. C'est rouge. La gravité, c'est grave. L'heure est grave, les amis. Avez-vous envie de voir ce film avec cette bande-annonce, Kevin? Oui, j'ai envie de voir ce film, je suis assez curieux. Après, j'ai des petites craintes au niveau du rythme. J'ai l'impression, la BA me donne la sensation d'un film qui va peut-être pas être si bien rythmé que ça, un peu le défaut que pouvaient avoir certains films de genre français, type La Horde de Yannick Dahan. Mais je suis quand même curieux. Curiosité quand même pour la gravité. William, même question? Tout pareil, je suis assez curieux et puis j'ai envie d'encourager ce genre de cinéma, on va en parler dans la thématique, mais qui est pas assez courant en France et qui est très souvent abandonné par le spectateur. On a besoin d'aller les voir si on va en voir d'autres, et donc j'irai quoi qu'il arrive. Il faudrait en produire, mais on va en reparler. Et ça me fait penser à un autre film d'ailleurs qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, qui traitait pas tout à fait de la même thématique, mais qui était dans ce genre-là, qui s'appelait Gagarine, et c'était aussi pareil dans une cité française. Ouais. Qui était en rapport avec l'espace. Qui était en rapport avec l'espace, exactement. Clémence, as-tu envie de voir ce film? Oui, j'ai envie en voyant cette BA, parce que l'aspect un peu SF avec un contexte particulier m'intrigue. Maintenant, j'espère que ça va pas être trop déceptif. Enfin, je veux dire, si on retombe sur un film vraiment plus classique, histoire sociale de banlieue, ça va peut-être un peu me décevoir. Donc j'attends de voir. Moi, je veux des extraterrestres, quoi. Ouais, je veux des extraterrestres. Non, mais je rigole, je sais bien. Tu veux qu'à la fin, en fait, il baisse la fermeture qu'il a sur son corps et que ça soit un petit homme vert qui en sorte, c'est ça? Non, des extraterrestres aux cheveux rouges. Qui mangent de la rissa. E.T., au revoir Elliot. Au revoir Ronin. Non, mais je sais bien que c'est pas des extraterrestres, mais quand même, j'espère que l'ambiance sera là, quoi. Ouais. Et toi, Romain? Ouais. Déjà parce que, en fait, moi, juste graphiquement parlant, ça me plaît. J'aime bien tout ce qui est la photo. J'ai un faible pour les pour les immeubles. C'est con, hein. On voit beaucoup d'immeubles. C'est inattendu. Tu vois, mon Insta, il y a beaucoup d'immeubles. Ah oui, t'as un faible pour les lignes de fuite, les perspectives. Tu sais que j'avais créé un groupe Facebook à l'époque où tu sais, t'avais les groupes Facebook. Si toi aussi tu aimes, j'avais créé un groupe. Si toi aussi t'aimes les immeubles. Si toi aussi tu aimes les photos d'immeubles en contre-plongée sur fond de nuages, de ciel nuageux, mais pas trop. On dirait un film de Sébastien Mouret, quoi. Et donc du coup ça réunissait des photos de building sur fond nuageux, mais pas trop, quoi. Et vous étiez combien dans ce groupe? Je crois qu'on était 23 ou un truc. C'est ça, hein. Il y avait Romain sous pseudo. Mon cousin Jean-Mi. Et son cousin Jean-Mi. Et sa mère, parce que sa mère voulait le soutenir peu importe l'entreprise qu'il entreprend. Ma mère n'avait pas Facebook à l'époque, mais
Mais non, mais j'aime bien. Voilà, en fait, j'ai une petite passion pour les milieux urbains et je trouve que c'est bien filmé. Là, ça a l'air propre comme image. Je sais pas, les léchés et tout, je kiffe. Ça a l'air de qualité en tout cas. Ouais, l'ambiance à la Gotham. Et puis, encore un sujet fort, comme on en a parlé, un sujet qui est un peu trop boudé par le cinéma français. On sait qu'en interne, il y a beaucoup de scénarios qui sont rejetés. Hein. On va donner la moula pour les films, tu sais, à titre jaune sur fond bleu. Bonne comédie franchouillarde. Les Alpes d'Huez, tout ça, avec Danny Boone et Franck Dubosc. Par contre, les films de banlieue, on laisse les mecs dans leur S et se démerder pour qu'ils existent dans le milieu du cinéma français. Et c'est un peu triste, quoi. Même si on a eu des succès, on a pu en voir avec La Haine, il y a longtemps. Les Misérables. Les Misérables, dernièrement. On sent aussi avec le collectif Courtrage-May, Kim Chapiron, Romain Gavras et tout, etc., que il y a quand même du potentiel, quoi, chez les réals, dans la mise en scène, dans les histoires, tout ça. Mais ça reste quand même boudé, encore plus quand c'est un cinéma de genre. Donc, ouais, c'est ça surtout, c'est que je trouve que quand c'est pas boudé, de toute façon, ça reste quand même souvent des films de discours, c'est-à-dire qui portent un message plutôt politique et tout. Et je trouve que ce qui manque, c'est d'avoir un contexte de film en banlieue avec cet univers social-là, mais aussi de divertissement, tu vois, qui soit pas que réduit à le discours politique. Après là, je sais pas si divertissement il y aura, hein, parce que là, ça a l'air quand même assez grave comme film. Enfin, dans le ça dépend, hein, tu sais, ça peut être un film grave et qui peut être divertissant parce que les péripéties sont intéressantes, quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque un peu, il y en a, hein, mais c'est ce qui manque un peu dans le cinéma français, c'est du divertissement qui n'est pas que du divertissement à vocation box-office. Ouais, et puis surtout, quand tu te mets à la place des gens, tu vois, qui vont s'identifier, en fait, qui cherchent un peu une représentation de la banlieue au cinéma, finalement, quand on leur donne ça, on leur donne pas tant de films qui sont quelque chose qui permet de rêver, tu vois. Enfin, c'est vraiment très... on parle de votre vie telle qu'elle est et de tout ce qu'il y a de grave, mais c'est très dramatique, mais voilà, il n'y a pas tant d'autres perspectives. Enfin, il y en a quand même, je crois que Gagarine, c'est quand même... Justement, Gagarine est peut-être bien à ce niveau-là. Je l'ai pas vu, mais je sais que j'ai lu pas mal de critiques dessus qui disaient que c'était un film, pour une fois, rafraîchissant sur justement... les films de cité, de banlieue, et que ça a exploré d'autres thèmes. Je l'ai pas vu non plus, mais c'est vrai que j'ai entendu ça parce qu'a priori, dans l'histoire, le héros est un gamin qui rêve d'être astronaute. Exactement. Donc déjà, ce principe-là, effectivement, c'est déjà un autre postulat. C'est déjà un personnage qui se permet de rêver et qui veut peut-être atteindre quelque chose que personne autour de lui n'ose rêver, quoi. Pour moi, on est en plein dans la thématique qu'on voulait aborder. On va l'aborder, je peux te laisser la lancer si tu veux. Ok, je commence. Alors, on parle du cinéma de genre en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on associe cinéma à la France, on a deux gros courants, on va dire. Il va y avoir d'un côté la comédie française, un peu raciste, un peu beauf, hein, dont on parlait, l'Alpe d'Huez notamment. Elle est beau pléonasme que tu viens de faire, mais ok. Non, je déconne. Et ça tacle. Et on va dire que l'autre cinéma qui est pas mal plébiscité en France, c'est ce que j'appellerais le film de bourgeois ouin-ouin. Voilà, film d'auteur dramatique. Le film cahier du cinéma, quoi. Ouais, c'est le film t'as des bourgeois qui sont dans des appartements et qui se plaignent de plein de trucs. C'est qui vote à gauche, attention. Oui, mais t'en as un troisième. T'as aussi le film des gens qui sont en galère dans des usines et qui se battent. J'allais venir. Mais c'est pour ça que moi je mets dans cette case film d'auteur dramatique à la fois les choses qui parlent de gens qui galèrent et d'invisibles et tout, et les choses qui parlent de bourgeois. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, la plupart des films qui parlent des gens précaires sont des films pour les bourgeois, en fait. Sont des films d'auteur très complaisants pour le petit bourgeois qui veut se dire qu'il est conscient de ça et qui veut se complaire dans « oui, j'ai une sensibilité par rapport à ça et tout, même si je ne le vis pas ». Et c'est dommage parce que en gros, ça veut dire que le cinéma français n'a pas développé tout ce qui est autour de sa culture de genre. Depuis quelques années, ça a disparu notamment depuis la Nouvelle Vague, ce qui est dommage parce qu'en France, on a beaucoup d'auteurs de science-fiction, on a eu beaucoup d'auteurs de polar, même de récits d'aventure. Hein. Moi, j'ai fait une liste de trucs dont on pourrait parler, mais on a un vivier culturel d'œuvres de genre immense. Et il suffit de voir que c'est pas une question de technique. Puisque même d'un point de vue technique, les Français ont plus ou moins inventé les effets spéciaux, ont plus ou moins inventé le cinéma. C'est Méliès, hein. On a inventé le cinéma, on a inventé les effets spéciaux. Et avant les années 70, on avait une quantité d'œuvres très variées qui se baladaient dans tous les registres, que ça soit du policier noir au film d'horreur. On avait absolument tout. Aujourd'hui, on s'est cantonné à 2-3 registres très 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 ciblés et on a laissé finalement le film de genre. Notamment en France, ce qui marche le plus, c'est le film américain qui s'est en plus très souvent approprié notre culture, hein, parce que... Oui, c'est ça en fait qu'il faut dire, c'est que en fait, c'est
le film de genre marche, hein, il est populaire, Il marche, y a mais pas de problème. quand il vient d'ailleurs. Mais voilà, le cinéma de genre français en France, non, ne marche pas. On a eu plusieurs tentatives au fil des années et il y a eu beaucoup d'échecs. Mais finalement, ça veut dire que le problème n'est pas le public qui n'est pas ouvert à ça, c'est les producteurs qui ne sont pas ouverts à le financer dans notre pays. Les deux, hein, parce que en vrai, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup dans le public français de gens qui vont, quand on va leur proposer un film de genre français, vont avoir plutôt le positionnement de c'est français, donc c'est naze, donc je regarde pas. Oui, mais ça c'est quelque chose qui a été intégré par le public parce qu'il n'y a y a pas des eu problèmes de assez de propositions dans leur variété et leur qualité et tout grâce aux producteurs, et en fait du coup c'est très restreint et c'est très anémié. J'allais y venir. En fait, en France, on a un réel problème, non pas donc comme je disais de fond, puisque le fond on a un vivier culturel énorme. C'est pas un problème de technique parce qu'on sait faire, mais c'est un problème de production. Ça fait longtemps qu'on a abandonné de faire ça, et du coup les rares tentatives qu'il y a, parce que régulièrement il y a des vagues de réalisateurs et de producteurs même qui prennent ces risques-là. Début des années 2000, on peut en parler des films de genre qu'on marchait, hein, Le Pacte des loups, toute la vague avec Alexandre Aja ou Pascal Laugier qui ont fait du film d'horreur. Non, mais même on peut aussi citer, tu vois, qui ont dû s'expatrier. Même si ça reste, voilà, il a ses dossiers, mais Luc Besson. Oui, mais Luc Besson, il fait du cinéma produit comme à l'américaine. Ouais. Mais... Et donc pour moi, il sort un peu du cadre. Et d'ailleurs, même très récemment, plusieurs fois, il a plus ou moins menacé le gouvernement d'aller faire ses films à l'étranger s'il respectait pas ses conditions. Et ça, c'est un truc de très américain, toi, de dire bon, on va contourner un peu les règles parce que moi j'ai envie de faire. Il a retourné le système. Oui, en fait. mais quelque part, il a pas tort. En dehors du fait que lui c'est un con et que ses films sont pas super intéressants au fond. Ouais. La manière dont il le fait et les moyens qu'il utilise, au fond, il a assez raison. Je trouve que d'autres gens devraient pouvoir avoir la chance de faire comme lui, tu vois, à l'américaine. On pourrait faire toute une émission sur le cas de Besson. Moi, je pense que c'est une pente très glissante où tout d'un coup, la production, comme aux États-Unis, devient le point central de la construction du récit, alors que normalement, c'est quand même le réalisateur qui doit jusqu'au bout tenir la barque. Et lui, il se place plus comme un producteur que comme un réalisateur. Ouais, mais il a retourné le système parce que c'est vrai que on est sur un système en France de films d'auteur, hein, pour la faire courte en fait, tout simplement. Hérité de la nouvelle vague. Hein. Oui, bah c'est un peu la nouvelle vague qui nous a mis dans la sauce parce que mine de rien, la nouvelle vague, il y a quand même, tu vois, il y a des Godard, il y a des Truffaut qui tous deux ont réalisé des films de SF. Hein. Il y a eu Fahrenheit 451 pour Truffaut, il y a eu Alphaville pour Godard. Enfin, je veux dire, c'est un genre qui plaît mine de rien à beaucoup de réalisateurs. Hein. Quand tu regardes aux États-Unis, tout le monde y passe. Hein. On a Nolan qui l'a fait. Enfin, tout le monde produit à un moment son film de SF. Spielberg, j'en parle même pas. Enfin, qui sont aussi des cinémas d'auteur d'un autre côté. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils ont tellement appuyé sur le truc, c'est qu'ils ont lancé les Américains un modèle en fait de film SF fantastique. Quand je veux dire juste dire de genre en fait, parce que ça comprend aussi l'horreur et tout, qui fait que quand c'est fait par la France, c'est vu en mode c'est ringard quoi. Oui, voilà, mais parce que c'est pas assez appuyé, parce que c'est pas assez produit, parce qu'on est genre on fait tu sais, c'est de manière très sporadique quoi, hein. Il y a un film de SF tous les 5 ans, il marche pas, du coup on bloque, et ça justifie auprès des producteurs qui voudraient prendre ce risque de dire on va peut-être pas prendre le risque parce que ça marche pas. Il y a pas de risque en fait, et il faut habituer les gens à ce qu'il y en ait plus dans le panel et c'est terrible parce français, que quoi. C'est terrible parce que je trouve que alors qu'en France on a une telle capacité à faire des films, toutes les grandes autres nations du cinéma ont réussi à le faire, à créer leur identité culturelle cinématographique et qui fonctionne. On a parlé de la Corée du Sud, eux ils ont le film noir. Les Japonais, ils ont l'animation. À Hong Kong, pendant des années, ils ont fait du film d'action, encore aujourd'hui, qui cartonne chez eux. Les Indiens, j'en parle même pas, ils ont tout un truc à eux. Enfin, mais en France, alors qu'on est la nation du cinéma, la nation qui l'avait inventé, qui avait inventé les effets spéciaux, on a les meilleurs techniciens. C'est pas pour rien d'ailleurs que la plupart des gens qui ont fait du film de genre en France ont dû aller s'expatrier aux États-Unis pour trouver des financements. Donc en fait, le seul problème, c'est un problème de production. Mais je suis pas sûr que ce soit le seul problème. Pour moi, il y a un peu un double problème quand même. C'est aussi les réalisateurs, auteurs français. Parce que on est dans un pays qui est très droit d'auteur et film d'auteur, justement, très auteuriste et pas production industrielle. Et du coup, c'est un peu comment dire, c'est pour ça que pour moi, Besson a quand même un peu raison, quelque part, dans ce qu'il fait, c'est qu'il pense au public. Il pense pas à ce que lui veut faire en tant qu'auteur pour marquer son truc à la Godard, tu vois. Et je trouve qu'en général, c'est pas qu'il y a pas de réalisateurs qui veulent pas faire des trucs grand public, mais justement, en général, on ne croit pas forcément en leur idée. Et on cherche d'abord quelqu'un qui va être un nom, un auteur, et en général, ceux qui ont la chance d'être un nom et tout sont plutôt des auteuristes qui veulent faire je sais pas comment dire, qui boudent un peu. En fait, je trouve que en tant que Français, je le vois aussi en littérature, il y a un peu une sorte de snobisme et je veux quand même pas trop y toucher. La plupart des créateurs
Oui, non, moi je veux faire plus que ça. Je veux pas être trop grand public. C'est trop, trop pardon, facile. Tu trouves ? Est-ce qu'on n'est pas dans moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a un faux pays d'auteur maintenant. Parce que j'ai l'impression que le cinéma d'auteur il persiste juste parce que c'est la tradition française depuis la nouvelle vague, mais qu'au fond, en fait, les films d'auteur, c'est pas les films qui sont les plus vus par les Français. Non. Les Français, ils vont voir les comédies, ils vont voir les trucs américains, ils vont voir tout ça. Les films d'auteurs français, finalement, enfin, je veux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que la grande majorité du public français trouve que c'est chiant. En fait, comme même nous, des fois, on voit des films d'auteur qu'on trouve chiants. Moi, j'ai l'impression que c'est juste le film d'auteur, c'est une niche qui est très bien. J'ai rien contre le cinéma d'auteur, mais qu'on a gardé parce que c'est tradition française. Et après, on s'est dit, après, par contre, pour le populo, ça va être de la comédie, ça va être tiens, machin a trompé bidule. Tiens, on fait une soirée à bidule. Didier Bourdon, c'est parti. Des cinémas qui sont justifiables. Après, c'est pas. Qui peuvent exister. C'est pas mon goût, mais. Je trouve ça dommage que en termes de divertissement pur, en termes de grand public, en termes de tout ça, on prenne pas plus modèle sur les cinémas étrangers. Et moi, je pense notamment à la Corée du Sud, t'en parlais, parce que la Corée du Sud a un fonctionnement qui a été copié sur le fonctionnement du cinéma français. C'est-à-dire que ils ont un système de CNC comme nous. Ils ont un système d'exception française à leur manière, quoi. Et du coup, tu dis, regarde, avec l'argent qu'ils ont, eux, ce qu'ils font, quoi, c'est qu'il y a on a les gros films qui arrivent, les gros thrillers et tout, parce que nous, on est friands de ça, mais le cinéma coréen, c'est hyper vaste. Ils ont du cinéma d'auteur très autoriste, ils ont du cinéma d'action, du film noir et tout. Mais je trouve qu'il y a une grosse diversité, et puis t'as des prises de risques qui sont prises malheureusement qu'on retrouve pas ici, parce que je pense que les financiers sont plus frileux ici qu'à l'étranger. Mais tu vois, ce que je voulais dire, juste pour terminer mon truc tout à l'heure des auteurs, c'est que les seuls films de SF français vraiment reconnus, c'est quand même des films d'auteur. Par exemple, Fahrenheit 451 de Truffaut, en fait. Tu vois, c'est nouvelle. Ou alors Alain Resnais, Je t'aime, je sais pas si vous l'avez vu, qui est une histoire qui parle à la fois de dépression et de boucle temporelle, et c'est de la pure SF. C'est de la pure SF, et ça c'est la nouvelle vague en fait. Enfin, je sais pas. Après, c'est pas gênant qu'il y ait des noms associés. Moi, c'est pas ça qui me gêne. Non, mais je dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même symptomatique. Je sais pas comment. C'est qu'en fait derrière il y a un désert. Derrière il y a un désert dans finalement quel réalisateur français ont pu faire vraiment avoir leur chance, et les producteurs n'y ont plus cru, tu vois, et sont vraiment très axés auteur ou rien. Le seul truc qui est triste dans les films de genre la SF en gros, ou genre le fantastique, c'est que il va falloir le rallier absolument à la comédie pour que ça fonctionne. Tu vois, je pense bêtement aux Visiteurs, c'est un film fantastique en fait au final, mais c'est de la comédie avant tout. La Soupe aux choux, c'est un film de SF en vrai, mais c'est un film de comédie. Et on a l'impression qu'en fait, il faut absolument passer par le biais de la comédie pour vendre du film de genre en France. Et on peut faire du film de genre sérieux. C'est soit des mecs qui vont galérer pendant des années à monter leur projet, à pouvoir sortir de trucs, de trouver le petit distributeur, le petit producteur qui va pouvoir lui faire un chèque, et ensuite ça va un peu comme ça prendre des pièces un peu par-ci par-là, mais il y en aura jamais un Gaumont, un Pathé qui va arriver en vendant, tiens vas-y je te vends, sans que ça s'appuie sur une œuvre genre Astérix ou une œuvre de BD ou un truc comme ça, tu vois, les trucs originaux. Pour moi c'est vraiment qu'un problème finalement de production, puisque si on avait des producteurs qui acceptaient l'idée de dire pendant quelques années il va falloir éduquer le public français à revenir vers du cinéma de genre français, très rapidement les gens ils reprendraient le chemin du cinéma de genre. Regarde, nous par exemple on a une grosse culture de la BD franco-belge, on a énormément de trucs, mais regarde ce qu'on en fait systématiquement, de la comédie qui est ni fait ni à faire. Et le vrai problème, il est là, c'est qu'une question vraiment d'éducation. Mais je pense pas que c'est le public qui a besoin d'être éduqué, parce que comme disait Romain, le public il aime déjà le film de science-fiction, et il fait pas forcément il en fait aujourd'hui une différence quand c'est du français, mais c'est pas une question de le rééduquer, c'est une question de faire plus de films de genre français. C'est ce que je te dis. Oui, mais le public n'a pas besoin. Ce que je veux dire, c'est que le public n'a pas besoin d'être rééduqué. Il a juste besoin qu'on lui en propose plus. Et là-dedans, il fera son marché. Le problème, c'est qu'il y en a qu'un de temps en temps, et que si c'est raté. Voilà. En fait, c'est ça, quand je parle de le rééduquer, c'est qu'il faut lui reproposer beaucoup de choses. C'est les producteurs qui ont besoin de se rééduquer eux-mêmes. C'est pas le public qui a besoin. Mais d'accord, mais c'est l'un se nourrit de l'autre, tu vois. Tu peux pas. Oui, mais. Pour moi, le problème, c'est que le public, il ne demanderait que ça, et si c'était bien fait comme à l'américaine, moi, je pense que si on avait s'il y avait plus de risques pris, le public, il serait totalement ouvert. Là-dessus, on est d'accord, mais en fait, c'est vraiment, il faut que le public et à travers lui aussi le producteur se redise, la SF française, c'est pas ringard ou c'est pas que un télo. Ça peut être aussi du grand divertissement dans lequel je peux prendre du plaisir sans me dire pendant 2 heures je vais devoir faire fonctionner mon cerveau. Ce que je veux dire, c'est que pour que le public se dise ça, il faut d'abord premier lieu que les producteurs se disent on met de la thune et on en fait plusieurs, et d'où ma phrase qui disait c'est qu'un problème de production. Mais j'ai commencé par ça, tu vois. Oui, mais vous êtes d'accord. Mais en fait le truc c'est qu'il y a aussi je trouve qu'en France il y a une échelle de valeur dans les genres.
Parce que le cinéma de genre, c'est super large. J'ai l'impression qu'en France, on a plutôt tendance à aimer le polar, tu vois, ça on kiffe. Il y a des films polars, il y a des séries polars, on a plein de polars, on adore, ça c'est du genre, on va dire noble, c'est du genre littérature de guerre qu'on kiffe, quoi. Julie Lescaut, incroyable, quoi. Institution télévisuelle. Femme d'honneur. J'ai l'impression que tout ce qui va être plus action, tout ce qui va être plus horreur fantastique, je les mets ensemble, hein, mais Oui. tout ce qui va être SF, tout de suite on va voir ça un peu de côté, genre on sait pas notre culture, ça c'est les anglo-saxons, On n'a fait pas assez tout comme d'argent ça. pour le faire, c'est cheapos. Ce qui est faux, parce que les premiers films français sont des films fantastiques. Les films de Méliès par exemple, c'est des films fantastiques, tous. Ouais. Oui. C'est voilà. T'as une grande tradition du fantastique et du genre en France avec Franju, Les yeux de son visage, des trucs comme ça par exemple, Jean Rollin à l'époque et tout. Sans parler des œuvres littéraires, il y en a la dose. Voilà, donc je veux dire, c'est pas. On a une tradition de base. Bah oui. On a une tradition littéraire aussi comme ça. Alors certes, on n'a pas le gothique comme les Anglais, on n'a pas tout ça, mais on a aussi notre tradition de l'horreur du fantastique à la française. Et moi, ce que je trouve toujours un peu triste, c'est qu'on a tellement un folklore régional de créatures fantastiques qui font un peu peur, qu'on n'utilise jamais et qu'on retrouve réutilisé dans les œuvres étrangères. Bah, tu vois, justement, le Pacte des loups, c'était un bon exemple. Quand je sais plus qui l'a dit là. C'est moi. Mais le Pacte des loups, en vrai, c'est un bon film. Hein. Il est stylé, il y a de l'action. Et il avait cartonné à voilà, sa sortie. Il y a un folklore, 100% français. 100% La français. Bête Gévaudan, bien sûr. C'est un film à costume, quoi, un film historique. Qui mélange plusieurs genres. Sauf que quand le Pacte des loups est sorti, on a fait ça. Après, il y a peut-être eu Vidoc, si tu veux. Et puis ensuite, on a lâché l'affaire en mode, bon, ok, finalement, c'est pas aller vers nos espérances, quoi. On n'a pas conquis le public. Mais continuez, les gars, en fait. Il faut en faire plein. Il faut savoir se casser la gueule aussi, parfois. Je veux dire, le film de genre, il dans son histoire, quand tu regardes, que ce soit l'horreur, que ce soit la SF, que ce soit le fantastique et tout, il y a plein de fois où il y a eu des gros films qui sont cassés la gueule, qui ont eu leur succès culte ensuite en VHS, en DVD et tout, etc. Mais il a fallu se faire une place. Sauf que la France, elle veut pas, elle ferme tout à ça, quoi. On va faire un boulet bill numéro 4 là, et puis là, on va faire de la thune, je quoi. pense que les gens qui font des films d'horreur en France ou des films de genre, ils veulent continuer à en faire. C'est juste qu'ils sont obligés de partir parce qu'on leur donne pas de thunes, ou alors ils sont en galère, donc ils se retrouvent à faire autre chose. En vrai, même sans thune, hein, c'est possible, hein. Quand tu regardes, tu vois, tu prends l'exemple de La Jetée. La Jetée, c'est un roman photo qui aujourd'hui, oui, mais c'est un concept. C'est que c'est un concept, mais ça a coûté rien, et c'est un exemple que tous les réalisateurs aujourd'hui prennent un exemple justement pour dire. Mais je pense qu'à un moment, quand t'es réal et que tu as eu la bonne petite idée, t'as fait le système D et tout, à un moment tu dis bah là j'aimerais bien faire, j'ai une idée, j'aimerais faire ce film-là, mais pour faire ce film-là il me faut de l'argent. Donc t'arrives avec une frustration parce que c'est bien d'avoir des bonnes idées, de faire des films inventifs, mais au moment tu as envie de faire des films tels que tu les imagines et que t'as envie d'avoir de la thune. La SF, c'est pas que des voitures qui volent et des grandes cités futuristes. Bien sûr, mais là je parle pas que de SF, hein, je parle de tous les genres en fait en général. Si tu peux avoir des ambitions de lieu, tu peux avoir des ambitions de trucs, l'horreur, le fantastique, tu peux avoir plein de trucs. C'est aussi une question de rien que les costumes, tu veux faire une créature qui est que ce soit de la SF ou de l'horreur, une créature qui est crédible aussi, ça coûte de l'argent, tu vois, même si tu joues avec l'éclairage pour que tu le vois moins et tout, peu importe. Au bout d'un moment, t'as envie d'avoir les moyens de faire ça. Et puis après, il faut que ton film il soit distribué. Si t'as aucun distributeur qui veut de ton film parce que attends, c'est trop compliqué, il y a des monstres partout, et il y a des trips et que tu fais qu'un film de festival qui est jamais acheté, bah c'est dommage aussi, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'attriste aussi, c'est parce que en vrai, on a tellement de festivals de genre en France. C'est ça qui est bizarre. C'est le nombre de festivals qu'on a le plus. Il y a un festival de comédie, c'est l'Alpe d'Huez, et puis après on a que des festivals de genre. Donc à un moment. Mais moi je pense que le public français n'est pas du tout réfractaire au genre à la SF ou d'autres. En fait, c'est un peu une erreur à mon avis des producteurs qui ont aussi un certain âge de croire que le principal de leur public est ces gens qui ont un certain âge et qui aiment le réalisme contemporain, dramatique, la comédie, comme tout ce qu'on a dit. Et en vrai, quand tu regardes déjà les jeunes générations de réalisateurs, réalisatrices à la Julia Ducournau ou les frères, ceux qu'on fait Freddy là, les frères, je sais plus comment ils s'appellent. J'ai plus leur nom non plus. Bref, en fait, il y en a plein qui ont des références vraiment qui sont pas des références forcément françaises, mais qui justement ont grandi dans cet esprit pulp et horreur, SF, fantastique. Et à mon avis, enfin, je veux dire, tous les jeunes gens, ceux qui ont moins de 30 ans, ceux qui ont moins de 30 ans et qui peut-être boudent un peu les salles de ciné, mais seraient prêts à y aller pour du genre, seraient plus prêts à y aller pour du genre que pour du réalisme. Ils en ont rien à foutre des trucs de société, enfin
ils en ont pas rien à foutre, mais en général, ils sont plus attirés parce qu'ils ont une culture manga, ils ont une culture de plein de choses en fait qui est complètement tournée vers le genre et la SF, etc. Il y a cette image qui est maintenant rentrée dans les consciences collectives, c'est que c'est ringard quoi en fait. Français égale ringard, peu importe en fait le genre du film, c'est que maintenant quand on voit film français, tu vas voir un jeune dans la rue, tu vas voir des films français, toi, ils vont dire non. Ils vont dire non, c'est ringard et non, c'est ringos, je m'emmerde, je me fais chier. Oui, parce qu'en fait on parle de production, mais c'est pas qu'une question de création, c'est aussi de comment tu vends ton film après. Comme dit Kevin, si tu fais un super film, mais que t'as pas d'argent pour en faire une vraie publicité qui marche, pas juste poser 3 affiches dans un métro, et que derrière t'as seulement 30 salles qui le diffusent dans la France entière, ton film il a beau être bon, personne va le voir, parce que ça reste intime. Bah, le débat, il est ouvert, mais... Une dernière chose, c'est que c'est aussi le cas en littérature, en vrai, parce que en travaillant en littérature jeunesse, notamment adolescents, jeunes adultes, il y a un peu le même problème, entre guillemets, c'est que c'est très très difficile de vendre des romans d'auteurs français, même quand ils font... des choses un peu codifiées, et ils en font pas tant que ça. En fait, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un peu un snobisme des créateurs français. C'est quand même, je vois à quel point c'est dur aussi avec des auteurs français de faire un peu dans les codes anglo-saxons. Mais quand c'est le cas, effectivement, faut le vendre comme il faut parce que sinon ça passe totalement inaperçu. Et en général, les lecteurs sont maintenant dans une culture ultra du teasing et de savoir à l'avance ce qui va venir des États-Unis, de l'Angleterre et tout. Lisent déjà des VO, sont déjà à fond sur des auteurs anglo-saxons et pas du tout sur des auteurs français. Ouais, c'est terrible. Et ils sont très friands de genre, de fantastique, de fantasy, de SF. C'est terrible de voir que les États-Unis, ils arrivent à faire des films avec notre culture. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, mais un des derniers grands films de science-fiction qui a marché en France, par exemple, c'est La planète des singes. Putain, c'est tiré d'un bouquin français, quoi. C'est Pierre Boulle. Comment ça se fait que les Américains récupèrent notre culture pour derrière en plus nous la revendre, tu vois, c'est terrible. Et le tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan. Non mais c'est pareil, tu vois, ça s'exporte aussi sur les films de KPDP et tout. Bien sûr, il y a plus que les Américains qui savent les faire en fait. C'est terrible de se dire qu'on a l'impression qu'il y a que les ricains qui savent faire du film de science-fiction, même des œuvres de science-fiction, alors qu'en France t'as, je sais pas, Barjavel, Jules Verne, enfin il y a tellement d'œuvres de science-fiction en France, voilà, c'est chaud. Le débat, en tout cas, Horde du contrevent. Bien sûr, Damasio. On pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, on va être d'accord au moins sur une chose, c'est que c'est pas le public forcément le problème. C'est la production. C'est les producteurs, ce sont les décideurs. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, Bolchevique, il a sorti une vidéo pour la chaîne L'Humanité il y a 6 jours. Sur le cinéma populaire. Qui parle que de ça. Voilà, c'est très intéressant. Je mettrai en lien dans la description, c'est super intéressant pour voir à quel point le cinéma français est un peu frileux à l'idée de produire des choses qui sont autre chose que du film social et voilà. On a quand même une traduction du cinéma français où c'est des critiques de cinéma qui se sont mis à faire du film. Donc moi, j'ai envie de dire que ça induit un peu le truc, quoi. C'est que c'est des gens qui avaient des grosses théories sur le cinéma, qui ont un peu pris le pas et qui ont fait justement entre guillemets les grandes lignes de l'esthétique française dans les années 60. Et puis voilà, je pense sortir aujourd'hui. Voilà, je pense que le problème il vient de là à l'origine, c'est tout. Ouais. Bon, il y a pas mal de problèmes en tout cas dans le cinéma français, mais on veut plus de genre, s'il vous plaît, mettez-nous du genre. Comme là, ce film, La Gravité, qui prend le pari de proposer ça en salle. Mais il faudrait voir déjà dans combien de salles il est diffusé. À mon avis, pas beaucoup. À mon avis, bon, j'ai envie de lui souhaiter le meilleur, mais je reste pessimiste sur son succès. Et en tout cas, on va voir ce qu'en pensent les gens sur Internet. Ça nous permet aussi de savoir où est-ce que ça se situe, l'attente autour du film. C'est le comme si, comme ça. Vous connaissez l'histoire, c'est maintenant. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. On m'a glissé dans l'oreillette, Clémence, que on l'a évoqué un peu dans notre thème, c'est que on s'en bat pas mal les couilles en fait. Au fond du seau. Au fond du seau, elle est. J'ai écumé tous les réseaux et je n'ai rien trouvé. Non, j'ai trouvé 3 commentaires. Waouh. Tu veux dire, t'as choisi 3 commentaires parmi les milliers que t'as trouvé ou t'en as trouvé que 3? J'en ai trouvé que 3. Ah d'accord. Et en fait, la bande-annonce sur laquelle nous on s'est basé pour préparer notre épisode, il n'y avait pas de commentaires activés, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour éviter le genre de commentaires bêtes et méchants. Non, ça a l'air ringard parce que c'est de la SF française, quoi. Ou encore un film qui nous parle des Noirs et des Arabes, on n'en veut pas. Faut oublier qu'en ce moment il y a beaucoup de ça. En fait, j'avais trouvé 4 commentaires en réalité. Il y en a un que j'ai évincé, mais je vous le dis du coup, c'était quelqu'un qui disait la France de demain. Ah, okay. Un adepte de la théorie du grand remplacement, sûrement. Exactement. Donc, en effet. Je crois qu'il avait peur que tout le monde se teigne les cheveux en rouge. Où va le monde?
Dans un autre genre, j'ai un commentaire un peu bizarre. Du coup, vu que j'ai pas beaucoup de choix, je vous lis ceux que j'ai. On a hâte de découvrir les 3 commentaires. Sur Allociné, Chris Némécris, qui a écrit « Je ne comprends pas le délire avec les cités, surtout de nos jours ». Voilà. Le délire. Voilà. Je comprends pas le délire. Non mais il y a un vrai avec délire les avec les cités. Mais qu'est-ce que c'est que ces endroits? Non, en ce moment il y a un délire avec les cités. Quoi. Mépris. On voit 2 films tous les 5 ans, mais il y a un délire je sais avec pas, les moi cités. je sors dans quoi. la rue, je me dis mais quel est le délire avec les cités? Et je demande aux gens au passant comme ça, ils Du me coup, disent les mais je ne 3 sais pas. internautes vont en prendre pour leur grade. Attends, BFM les cités, le cinéma les cités, c'est quoi la prochaine fois? Attends, je m'achète UGC Ciné-Cité, moi ils sont partout. Le plus grand Cités cinéma d'Europe. Non mais attendez, il y a un délire en ce moment avec les cités. Vas-y, pauvre bouffon, va. Tu l'as dit tout fort. Tu l'as dit tout fort, Romain. Ah mais je m'en bats les couilles. On est à des heures de grande écoute, ça va pas ou quoi? T'as Écoute, au moins les 2 autres commentaires sont plus positifs. FGY Orsatelli qui a écrit « Enfin du francophone !» Voilà, Eh ben, donc ça merci. va un peu dans le sens de ce qu'on disait. Merci à toi. Enfin du francophone. Ok, écoute, on prend. Pas facile d'analyser Je sais ce pas quoi commentaire. dire, Hein. Après pour le coup, il y a quand même beaucoup de films francophones. En France, oui. Alors peut-être il faudrait lire entre les lignes et gloser autour de ce commentaire. Est-ce que C'est un film de genre francophone. un film de genre oui. francophone Dans ce cas-là, peut-être. oui. On est d'accord. Là, dans ce cas-là, oui, on est d'accord, il en faudrait plus. Et enfin Jamel Family qui a écrit « Trop pressé de voir le film, on ira le voir à Rennes. » Clin d'œil. Oh, j'espère pour toi qu'ils passent à Rennes. Ils y vont en traîneau. Allez. Wow. T'es fatigué, Kevin? Non, je suis juste pas drôle. Bah écoute, rendez-vous pris. Ça annonce des bons titres alors. Il y aura au moins Jamel et sa famille à Rennes. La qui famille iront voir le Jamel film. à fond devant la gravité. Nous aussi, on y sera. On sera pas à Rennes, hein. On sera à UGC Châtelet, Ciné-Cité, les Halles. Quel est ce délire avec les cités? Parce que c'est le cinéma le plus fréquenté du monde et ça, je veux le rappeler. Encore aujourd'hui ou pas? À chaque fois, Ça encore. peut pas été détrôné. Enfin, monsieur l'exception culturelle française. Ça, c'est beau. Voilà, bah merci Clémence pour ces nombreux commentaires là, je sais pas où donner de la tête tellement il y en a quoi. Mais bon, voilà, non mais c'est triste, c'est aussi un argument en plus sur le fait que ça fait pas énormément parler que ça. Et on voudrait, parce que nous on l'a vu tout au long de nos épisodes, parce que on aime ça le genre en fait, peu importe lequel, mais c'est vrai que le cinéma de genre c'est aussi une manière de raconter dans l'irréel ce qui cloche dans notre réalité, tu vois, donc c'est aussi important. Et c'est le registre dans lequel t'as plus de chances d'être surpris aussi. Bah oui. Quand tu vas avoir une énième comédie franchouillarde, tu t'attends à peu près à toujours la même chose. Là, dans le cinéma de genre, tu peux toujours être surpris. Titre jaune sur fond bleu, Alpe d'Huez, Danny Boone. Et puis, n'en déplaise aux gens qui ne jurent que par le cinéma d'auteur est un genre. N'est-ce pas? Je trouve que c'est des paroles sages qui vont tout de suite me faire embrayer sur la suite. Bah ouais, mais j'ai fait exprès. Une rubrique peut-être moins sage, vous savez, c'est que la gravité. Bon, est-ce qu'on n'a pas juste traduit le film d'Alfonso Cuarón en français, en fait, hein, j'ai envie de vous dire, c'est quoi ce titre de merde? Et ça se passe même pas dans l'espace, qu'on n'a pas d'argent. On est où là? Allez. Merde. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. La gravité, verbe complément au cul. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas un titre oufissime, hein, bon, qui veut se lancer? Oh là, les tons gravent justement sur vos visages. William. Non, c'est moi qui ai commencé c'est toujours moi qui commence. C'est vrai, c'est toujours lui qui commence. Kevin, au hasard. Bon, alors, j'en ai 3, mais bon, ils sont pas dingues. Hein. Ouais, moi, je pense qu'ils sont bien. En fait, je les ai vus, je sais qu'ils sont c'est devenu sa phrase, quoi. Je gagne pas souvent. Hein. On la connaît, en la ce moment, là, c'est pas ma saison. Hein. La méta. Bah, tu as pris le dernier, mais bon, juste non, c'est toi qui as pris le dernier. Non, c'est lui, Joaquin. C'est vrai, c'est moi. C'est ma saison. Bon, j'ai un premier titre, c'est Narcocalypse. Un truc avec les apocalypses. Parce que alignement des planètes, des gens qui vont se taper sur la gueule, pour moi c'est un peu apocalyptique. Et narco, la drogue, quoi. Okay. J'ai une référence à un film avec Keanu Reeves. J'ai 93 Ronin. Sympa. Pas mal. Qui est une référence à 47 Ronin, un film très dispensable. Très évitable même, hein, tu peux le dire. Hein. Vous pouvez l'éviter. N'y allez pas. Pas mal. Et j'ai mon dernier titre, c'est Western. Western. C'est un western. Ah, sympa. Ok. Voilà. Écoute, je note ça. Je vais partir sur moi parce que je termine à chaque fois. J'ai un titre qui fait référence aux Misérables de Lajli. Ouais. Et aussi à l'aspect SF du film, quoi, tout simplement. Les Miséroïdes, il va nous sortir. Les Miséroïdes, voilà, qui est aussi une référence aux Inconnus, parce que je trouve que Victor Hugo, dans sa plus grande adaptation par les Inconnus, les Miséroïdes, c'était la petite blague évidemment que ce sera pas les Miséroïdes, on peut pas comme ça se permettre de plagier des titres. Comme c'est un film de SF, je voulais l'appeler SF.
La Hesse. Sympa. C'est pas mal. Ok, western, c'est même film, idée. film d'alignement des planètes, tout ce qui est gravité, relativité. Du coup, j'avais E égale la NC2. Oh, j'aime bien ça. E égale la NC2. J'aime bien. Et ensuite, guerre des gangs, tout ça, etc. J'avais West Side Story. Oh, Ouais. c'est bien ça aussi. Mais on n'avait pas déjà eu ça une fois? Non, je crois pas, je viens de l'inventer là. Ça me dit un truc, Ok. West Side Story. Non, ça te dit rien. West Side Story, qui est un bon titre, je trouve. Ouais. Dans toute objectivité. Qui est très bien. Qui est très bien. Voilà, c'était mes titres. William. J'en ai 3. Mais wow, Putain, il est passé de Arrêtez-le. 0 à 3 en si peu On m'a de mis temps la comme pression. ça. Il y a 2 heures, j'ai dit j'ai pas de titre. Romain il m'a dit c'est pas possible. Donc Tu je me vas suis en un peu trouver. creusé le ciboulot. Ouais. Il y a du boulevard et des noms de rue, je suis sûr. Non. Non. Alors j'en ai un qui faisait référence à la haine. C'est La Chute. Ça parle de gravité, de 2 gamins qui tombent. La Chute. Voilà. J'ai La Guerre des Pochons. Ah. Ouais. Pour La Guerre des Poutons, pareil, c'est un guerre entre gangs de gamins. Là, il y a des gamins, voilà. Et le dernier, c'est La Cité des Cieux. La Cité des Dieux, la Cité des Cieux. Ouais. Ok, je Voilà. note. Ok. Pas fou, mais j'ai fait le taf. Ouais, t'as fait le taf, bah tu vois. Hein. Tu vois, quand on fait un effort. Et enfin, Clémence. J'ai pété avec mes mains. T'as pété avec tes mains. C'est un titre bizarre. Mais moi, je l'aime beaucoup. On va le prendre. Et c'est pas celui-là. J'ai pété avec mes mains, le nouveau titre pour la gravité. Génial. Après la soupe aux choux, On j'ai s'y pété attendait avec pas, mes mains. mais incroyable titre. Non, j'en ai un et il est pas ouf parce que j'étais pas hyper inspirée. C'est la bicravité. Ça veut rien dire. Ouais, je- Bicravité. Bah, en vrai, Bicrave. j'aime bien. Bicrave, c'est quoi? C'est quand Habité. tu vends du shit, c'est ça? Ouais, Ouais. bicravé. Bicrave, ouais. Voilà. Bicrave du shit. Bon shit. Ok. Il gagnera pas, mais c'était bien. Bon, Merci. on part sur quoi là, rapidos, parce que ça fait déjà un moment qu'on parle. Moi, j'aime bien E égale M. E égale la N, C2. J'aime Moi, bien. je préfère West Side Story. Moi, j'aime bien West Side Story aussi, West Side perso. Story, c'est bien aussi. Parce que bon, on est sur clairement les guerres des gangs, quoi. T'es sûr qu'on l'a pas déjà utilisé ce Ah titre? bah non, c'est moi qui fais les affiches, je peux t'assurer que non, on l'a pas utilisé. Moi, j'ai Wesh. l'impression qu'il a été dit, mais il n'a pas gagné à l'époque. Ouais, je crois qu'il a été sorti Eh ben, un jour. La semaine prochaine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me trouver le timecode et l'épisode qui vont avec. On cherchera la preuve. Mais je vois pas quel Après, film. c'est peut-être une mémoire déformée, mais je vois bien Johanna dire un truc Mais comme je ça. pense que c'est mon talent qui vous perturbe. Non, c'est pas plutôt ça. Bon, allez, West Side Mais Story. ça, c'est chaque bien. jour, chaque jour. Allez, les étoiles alignées, West Side Story, j'aime bien. Ça dit tout en un titre, même si on est un peu sur le clicheton du Wesh, mais E Wesh, égale la NC2, c'est bien, mais en vrai, je vois pas trop le rapport entre la formule. Ah bah et si, le c'est un film, rapport tu avec vois. la gravité. Bah quoi. non, mais c'est un espèce de fourre-tout scientifique, mais il y a aucun rapport en fait. Que dirait C'est un, Einstein un C'est amalgame. comme s'il avait fait 2 plus 2 égale Wesh, quoi. Oh Allez, Wesh Side Story, la guerre des gangs entre les Ronins et les autres qui ont Les pas vieux. de nom. Oui, les vieux, c'est Les ça. vieux. Et Renault Renault la voiture. Ronin vs vieux égale West Side Story. Et ben c'est le nouveau titre pour La Gravité que nous on va aller voir dès le 3 mai en salle au cinéma et puis on reviendra en match retour pour vous dire que donne ce petit film de genre français et est-ce que ça vaut la peine de continuer dans... Oui, bien sûr que ça vaut la peine même s'il est pas bon, mais voilà, on vous dira en tout cas ce qu'on en a pensé prochainement. Il est déjà temps de se dire au revoir, hein. Oh non. Et ben si, allez, Fais chier. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà l'épisode sur le cinéma de genre en France par la France, mais qu'il n'y en a pas assez. C'était avec La Gravité de Cédric Ido qui sort le 3 mai. La semaine prochaine, on reste dans le genre, j'ai envie de vous dire. Dans le genre. bien. Dans le genre horreur avec un Russell Crowe qui lui, Russell Crowe. Il a lâché les freins lui. Oh, il la s'est- grossophobie. Oh là là, je suis outré. J'ai rien mis moi là-dedans, j'ai juste C'est dit Russell gratuit. Crowe. J'ai rien dit, Outré. c'est vous C'est qui gratuit. mettez ce que vous voulez. Hein. Oh. Russell Crowe qui a décidé de lâcher les freins sur sa carrière hein, parce que là, Il nous fait une Bruce Willis, il a besoin d'un peu d'argent quoi. là oui, Russell Crowe qui sera un exorciste au Vatican. Ce sera l'exorciste du Vatican. Après avoir été Zeus, exorcisme. Il explore un peu toutes les religions. J'ai envie de te dire, Russell Crowe qui nous revient Et dans Noé. un film. On verra Et ce que Noé. ça donne à travers sa BA. On aura beaucoup de choses à en dire, mais je pense qu'on va beaucoup rigoler surtout. Voilà. On va pouvoir faire le Russell Crowe Christ Cinematic Universe. Voilà, mais vous la voyez venir la petite intro en forme Ah, ils ont pas d'exorciste. annoncé... D'ailleurs, ils ont pas annoncé un Gladiator 2. Si, Si. on en reparlera. Aïe, aïe. Ridley Scott aussi qui a décidé de lâcher les freins sur sa carrière. Enfin, lui, ça fait longtemps. Ouais, Et Maximus c'est vrai. est un répliquant. Et Voilà. c'est la grande révélation du film.
Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que toutes les plateformes d'écoute pour nos épisodes BA, nos matchs retour et d'autres aussi épisodes hors série. Venez vous abonner sur notre YouTube qui marche plutôt bien, je suis plutôt content, c'est cool. YouTube, c'est la cloche, c'est le petit pouce en l'air. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour explorer le Vatican Universe, le VCU. Allez, ciao, bisous, bonsoir. Ciao. Bisous. Shoshana! Putain, l'affiche, elle est extraordinaire. Hein. Elle est trop bien. Ah, je pense que ça va être débat. C'est quoi, c'est ça? Oui. Ah, il faut faire des titres, c'est que des rétro quelque chose, quoi.